Saint-Malo, avril 1534. Le navigateur Jacques Cartier s'embarque avec 61 hommes pour trouver de l'or et un passage vers l'Asie. En 20 jours, Cartier et son équipage atteignent la côte de Terre-Neuve. Ils l'allongent jusqu'à la péninsule gaspésienne où séjournent 200 Iroquois. Leurs échanges sont d'abord cordiaux, mais Jacques Cartier soulève l'ire du chef Donnacona en érigeant une croix aux armoiries de la France. Jacques Cartier reviendra au Nouveau Monde en 1535 et 1541 et à travers périls et merveilles, découvrira le Québec et ses richesses. Notre odyssée débutera dans la région de la Côte-Nord. Poste de pêcheurs bretons et de baleiniers à l'époque de Jacques Cartier, Blanc-Sablon, l'un des plus anciens villages d'Amérique du Nord, a été modelé par le retrait progressif de la mer. Les pelouses de Blanc-Sablon sont des tapis de lichen pouvant vivre plus de 4000 ans. Dépourvus de feuilles, de tiges et de racines, les lichens tirent leur eau et leurs sels minéraux de l'air, comme le champignon. Ils produisent la photosynthèse à la façon de l'algue. Dans les régions les plus au nord de la province, seuls quelques conifères, des mousses et des lichens tolèrent le climat aride de la taïga qui précède la toundra. Cette fleur sauvage des tourbières et marécages reçut le nom innu de Chikuti, qui signifie « feu ». Comme Lourdes de Blanc-Sablon, Bras-d'Or fait partie de la municipalité de Blanc-Sablon. Au début du 18e siècle, Bras-d'Or abritait un important site commercial français, Courtemanche. Aujourd'hui, il s'agit d'un très petit village qui partage son nom avec une chute située à proximité. Sur le site de la chute, des points d'observation offrent une vue superbe sur la nature environnante. Dans la région de la Côte-Nord, nombre de petits villages éloignés, comme ici à Rivière-Saint-Paul, ne sont accessibles que par bateau. Toutefois, l'hiver offre une voie de communication terrestre temporaire entre Natashquan et Vieux-Fort, la route blanche. Un long sentier de motoneige d'environ 460 km. Balisée et entretenue par le ministère des Transports du Québec, elle relie toutes les villes et tous les villages de la Basse-Côte-Nord. Par la voie maritime, le Nordic Express permet aussi de découvrir les petits villages de pêcheurs éloignés, dont plusieurs sont restés essentiellement anglophones. Autrefois connue sous le nom de Greenlee Island, l'île verte de la Côte-Nord est passée à l'histoire le 13 avril 1928, lors de l'atterrissage forcé du D-11-67 Bremen, premier avion à avoir traversé l'Atlantique. Après un vol de Berlin à Dublin, les pilotes avaient prévu se rendre à New York. Toutefois, des conditions climatiques difficiles les ont forcés à dévier de leur trajet. Épuisés au bord de la panne sèche, ils auraient été perdus s'ils n'avaient pas aperçu le phare de l'île verte. Ainsi, le baron von Unfeld, le capitaine Hermann Kohl et le major James Fitzmaurice ont été sauvés grâce à ce phare. Depuis, l'histoire du Bremen a fait le tour du monde et de nombreux musées ont accueilli l'avion, aujourd'hui exposé en Allemagne. À Blanc-Sablon, je tenais absolument à m'approcher des icebergs provenant du Groenland. Étant trop dangereux, personne ne voulait nous y amener sauf Jacques, un brave pêcheur qui, pour 125 $, nous y a finalement conduits à nos risques et périls. Pour parvenir jusqu'à eux, il nous a fallu 1h30 et une bonne dose de cran, car ces imposants monts de glace menacent de se briser à tout moment. Mais la peur se dissipe bien vite lorsque l'on aperçoit son premier iceberg.
La partie sous l'eau de cet auguste mastodonte de glace serait apparemment 9 fois plus grande que sa pointe. Téméraires aventuriers sans gilet de sauvetage, nous nous sommes approchés si près que j'ai pu y toucher, au risque d'éventrer notre petite embarcation et d'y laisser notre peau. Hey, je touche à un iceberg. Mets ta main bio, là, tiens. Va pas trop là parce qu'il y a de la glace. Avance pas trop. Ah, c'est super! Hey, un vrai iceberg! Après cette éprouvante expérience, quittons maintenant Blanc-Sablon pour nous embarquer sur le Nordic Express, qui, faute de route terrestre, nous mènera vers les autres villages de la Côte-Nord. Une fois par semaine, d'avril à janvier, ce cargo passager dessert la moyenne et la basse Côte-Nord. Le trajet du Nordic Express le mène dans une dizaine de ports où les opérations de débardage s'effectuent à l'aide d'une grue. Bien qu'il soit un navire de ravitaillement et non un paquebot de croisière, son parcours offre aux passagers l'opportunité d'admirer des paysages saisissants. Le village anglophone de Baie-des-Moutons est voisin de celui de la Tabatière. Il doit son nom aux pêcheurs qui y venaient par bateau avec des moutons pour assurer leur subsistance. Sous le régime français, cette localité portait le nom de Baie du Portage. Aujourd'hui, même les francophones l'appellent Mutton Bay. Autre escale du Nordic Express, Tête à la Baleine, fondée autour de 1875, a été ainsi baptisée en raison d'une de ses îles de forme semblable à la tête d'un cétacé. Ce village de pêcheurs regroupe les îles Kenty et Providence. Sa population d'un peu moins de 400 habitants est l'une des 3 communautés francophones de la Basse-Côte-Nord. La Grande Séduction. Ça vous dit quelque chose? Ce film québécois qui raconte l'histoire des habitants d'une petite communauté qui rivalisent de ruse pour inciter un médecin à s'installer chez eux. C'est ici que ça a été tourné, à Harrington-Harbour. Les trottoirs de bois et les maisons colorées d'Harrington-Harbour font le charme pittoresque de cette île de pêche qui compte près de 300 habitants. Le trottoir de bois qui termine la route 138 sur la Côte-Nord mène à la réserve montagnaise ou Innu de Pointe-Parent. Comme la dizaine d'autres nations autochtones du territoire québécois, les Montagnais ou Innu y ont vécu en nomades, en communion avec la nature jusqu'à l'arrivée des colons. Convertis de force aux dieux et à la langue des Blancs, puis relégués à des réserves, ils ont vu leur liberté bafouée et leur tradition menacée d'extinction. Heureusement, aujourd'hui, des efforts sont déployés pour assurer la pérennité des cultures amérindiennes et la transmission aux jeunes générations des pratiques, croyances et langues ancestrales. Majoritaires sur la Côte-Nord jusqu'au 20e siècle, les Inuits vivaient de la chasse et de la pêche. À 1500 km de Montréal se trouve Natashquan, village natal du célèbre chansonnier Gilles Vigneault. Le cousin de Gilles Vigneault, qui joue ici de l'accordéon,
se souvient des galets grouillant d'activité en saison de pêche. Sur ce vaste piton rocheux, les pêcheurs installaient leurs magasins, des remises où ils rangeaient leur attirail. Ils y construisaient aussi des vignots, étals où séchait la morue, qu'ils entreposaient ensuite dans des petits hangars appelés chafauds. C'est sur la grève que s'est écrite l'histoire de Natashquan, où l'on vivait principalement de la pêche. Aujourd'hui, la plus grande part des crabes des neiges pêchés ici se destinent à l'exportation vers les États-Unis et le Japon. Bravo, c'est super bon, tabarnouche, c'est super. Poète de la Minganie, Roland Jonf chante dans ses alexandrins les splendeurs de l'archipel de Mingan. Dans l'érosion et le silence, et le de rêve ou de valeur, sur les chemins de l'existence, dans les desseins du Créateur. Par la nature ou le calcaire, chaque île aurait son mot à dire, à la manière d'un livre ouvert, pour ceux qui aimeraient y lire. Entre Québec et l'océan, on onde l'île Anticosti, île de chez nous ou de Mingan, dans les saisons de l'infini. Sculpture du temps façonnée par des millénaires d'érosion, les monolithes des îles Mingan sont des œuvres inachevées. Tel l'artisan muni de son ciseau, le vent, les marées et le froid donnent à ces formations de roches calcaires une silhouette animale, une physionomie humaine, ou les contours d'un objet inanimé. Certains monolithes possèdent une forme clairement identifiable, alors que d'autres appellent à l'imagination et à la fantaisie de chacun. En un siècle, quelques 200 navires se sont échoués à marée basse sur le récif rocheux de l'île d'Anticosti, surnommé le cimetière du Golfe. Sauvage, isolé, orné de ruines, bercé par le murmure des vagues et le hurlement des vents, Anticosti évoque les paysages troublants et merveilleux des récits fantastiques. Port-Meunier doit son nom au Français Henri Meunier, riche propriétaire d'un véritable empire du cacao, qui en 1895 acheta Anticosti pour en faire son domaine de chasse et de pêche. Les maisons en ruine de la baie Saint-Clair évoquent la vie des premiers bâtisseurs de l'île. Aujourd'hui, ces 280 habitants permanents sont installés à Port-Meunier, le seul village d'Anticosti. La densité de population humaine sur l'île reste donc largement inférieure à celle des chevreuils ou cerfs de Virginie. Introduits par Henri Meunier lui-même il y a une centaine d'années, ils sont aujourd'hui plus de 125 000 cerfs à partager les 8 000 km² de l'île. Avec sa flore et sa faune envoûtante, ses multiples rivières et sa forêt opulente, Anticosti a de quoi séduire les amants de la nature autant que les chasseurs et les pêcheurs. Le survol en hélicoptère du parc national d'Anticosti permet d'admirer un immense canyon d'une profondeur de 90 mètres qui serpente sur une longueur de 3,2 km. À l'apogée, l'impressionnante chute Vorial, dans un grondement, se précipite du haut de ses 76 mètres dans l'étroit canyon pour se jeter dans la rivière du même nom. Reine des îles, Anticosti monte la garde sur l'estuaire du Saint-Laurent. Dans la région de la Manicouagan, issue du labeur des bâtisseurs québécois,
Voici Manic 2, avec ses joints évidés, dont l'un pourrait contenir un Boeing 747, marquèrent une première mondiale. Tout comme Manic 3, dont le double mur d'étanchéité plonge 120 mètres dans la rivière Manicouagan. Au Saguenay, le projet du siècle, la centrale hydroélectrique La Grande, rassembla dans des campements de la baie James jusqu'à 18 000 travailleurs animés par la volonté de prendre en main le développement de leur pays. Joyau de leur savoir-faire, le barrage Daniel Johnson. Le plus grand barrage à voûte et contrefort au monde se dresse sur 214 mètres, tel un gratte-ciel d'une 50aine d'étages, large de 1,3 km. Fait inusité, ce barrage a entraîné la formation d'une île entourée d'un cercle parfait d'eau, rendant visible depuis la Lune l'énorme cratère qu'aurait creusé un météorite il y a 210 millions d'années. Nous voici dans l'une des arches de cet imposant barrage fait de 2 255 000 mètres cubes de béton. La centrale hydroélectrique Manic 5 possède une puissance de 1528 mégawatts. À bord de ce traversier, rendons-nous maintenant jusqu'à Tadoussac, où nous attendent les splendides baleines. Tadoussac a plusieurs raisons de s'enorgueillir. L'aînée des villes canadiennes a célébré à l'an 2000 4 siècles d'histoire. Sa beauté unique a séduit tour à tour Jacques Cartier, Pierre de Chauvin et Samuel de Champlain. En 1998, la baie de Tadoussac a été la première en Amérique du Nord à figurer sur la liste du Most Beautiful Bays of the World Club, une association qui recense les plus belles baies à travers le monde. Ce géant marin que vous voyez est une baleine à bosse, qu'on appelle aussi la mégaptère ou jubarte, qui mesure plus de 12 mètres de long et pèse pas moins de 25 tonnes. Qui l'eût cru lors des premières excursions aux baleines de Tadoussac vers 1979 que 20 ans plus tard, les touristes afflueraient par centaines de milliers dans l'espoir d'admirer ces cétacés. C'est à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, qu'on l'on peut observer les plus grandes concentrations de baleines dans le fleuve. De taille impressionnante, les baleines à bosse vivent de 30 à 50 ans. À chacune de ces gracieuses plongées, elle agite la queue hors de l'eau. Ce sont des mysticettes, c'est-à-dire que leur mâchoire supérieure est dotée de fanons faits de kératine qui servent à filtrer les petits organismes dont ils se nourrissent. Cet autre cétacé, c'est le beluga, qui appartient quant à lui à une espèce menacée par la pollution. On en compte près de 800 dans le fleuve Saint-Laurent. On les reconnaît à leur chant particulièrement mélodieux, qui leur a valu d'ailleurs le surnom de « canari des mers ». Le fleuve Saint-Laurent, c'est l'une des seules régions au monde où l'on peut observer autant de mammifères marins si près des côtes. Le mot norvégien fjord signifie sculpté par les glaciers et envahi par la mer. Il y a 80 000 ans, un glacier de 3 km s'est abattu ici même, sur ce coin de la région du Saguenay. C'est ce qui explique la morphologie si singulière du fjord. En plus de sa longueur, il se distingue par le fait qu'il se déverse dans un estuaire, l'estuaire du Saint-Laurent. Ainsi, il possède un milieu aquatique exceptionnel, puisque l'eau douce s'y superpose à l'eau salée provenant de l'estuaire. On peut découvrir ce fascinant écosystème dans toute sa diversité
au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, qui s'étend sur 1138 km² d'eau, soit une partie du fjord et une partie de l'estuaire du Saint-Laurent. Il s'agit du premier parc québécois voué à la protection et à la mise en valeur d'un milieu exclusivement marin. En outre, ce parc fait l'objet d'une gestion conjointe des gouvernements du Québec et du Canada. La croisière Baie Éternité propose un parcours d'1h30 sur le fjord du Saguenay. À bord du Cavalier Royal, cette croisière permet d'explorer la partie du fjord qui s'étend au-delà de Cap Éternité et Cap Trinité, tout en écoutant les guides dévoiler les secrets et les trésors de ce milieu exceptionnel. En plus des baleines, ces croisières offrent parfois l'opportunité de voir des phoques communs, la seule espèce de phoque qui demeure dans le Saint-Laurent toute l'année durant. Il existe dans le Saguenay un seul site d'échouerie où les phoques communs se rassemblent en petites communautés à Cap-Trinité. Les environs du fjord du Saguenay dissimulent de charmants trésors, tels que le petit village de Sainte-Rose-du-Nord. Niché au creux des caps du fjord, ce village figure sur la liste de l'Association des plus beaux villages du Québec. Dans la localité saguenayenne de Rivière-Éternité se tient l'Exposition internationale de crèches. Cette exposition comporte un volet extérieur dont une partie se concentre dans le Parc des artistes, où l'on peut notamment admirer les sculptures réalisées par le sculpteur Victor Dallaire. De 1954 à 1992, le pont couvert du village de L'Anse-Saint-Jean a illustré les billets de 1 000 $ au Canada. Sur les bords de la rivière Amars, près de la ville de la Baie, au Saguenay, on peut goûter l'évasion au paradisiaque Bexy. Sur son site, une chute dévale un petit canyon dont les parois sont surnommées Murailles de Bexy. Coulant sur 95 km, la rivière Amars est une rivière à saumon d'importance dans la région. Son nom ne s'inspire ni d'une planète ni d'un mois du calendrier, mais bien du premier habitant de Bagotville, Mars Simard, venu s'y installer en 1838. Elle fait partie des cours d'eau qui ont été durement touchés par les inondations survenues au Saguenay en 1996. Les eaux calmes de la rivière Amars, quasi immuables, invitent à la contemplation. Seul le passage des castors rompt de temps à autre sa belle tranquillité. À part les clapotis, on n'entend guère que le vent, le bruissement des arbres, et peut-être le temps qui s'arrête un instant pour apprécier ce paisible tableau. Nous voici maintenant en bordure du lac Saint-Jean, prêts à découvrir la région qui lui doit son nom. Outre ses beautés naturelles, cette région possède 2 ambassadeurs connus et appréciés de bien des gourmets. Le bleuet, qui y abonde, et la tourtière, un plat traditionnel qui fait jaser. Faite de mélange de viande, d'oignons et d'épices, cette tourte soulève bien des passions chez les Janois comme les Saguenayens.
Quant à la délicieuse petite baie bleue qui garnit les desserts et agrémente la fine cuisine du terroir, son statut dans la région est tel que les habitants du lac Saint-Jean eux-mêmes se surnomment les Bleuets. Bienvenue au village fantôme de Val-Jalbert. Sous le nom de Saint-Georges, il fut fondé en 1901 par le promoteur d'une usine de pâte à papier, Damas Jalbert. Établi le long de la rivière Ouatchouane, Saint-Georges était doté des commodités les plus modernes de l'époque. À son apogée en 1926, il comptait 950 habitants. Hélas, en 1927, des changements dans l'industrie du papier entraînèrent la faillite de l'usine et l'exode des habitants. Depuis, Saint-Georges a fait place à Val-Jalbert, village fantôme à vocation exclusivement touristique, où les maisons de cèdre ne sont plus habitées que par les souvenirs. Le zoo sauvage de Saint-Félicien, ou plutôt le Centre de conservation de la biodiversité boréale, est bien plus qu'un simple jardin zoologique. Fondé en 1960, le zoo traditionnel a abandonné en 1994 le créneau des animaux exotiques pour se concentrer sur les espèces nord-américaines. En 2001, il s'est donné le mandat de veiller à la conservation et au développement durable des écosystèmes et espèces de la Boréalie, notamment ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Québec et du Canada. Au cours des années suivantes, des travaux importants ont été réalisés pour concrétiser ce virage ambitieux. Désormais, plus de 1000 animaux, de quelques 80 espèces, y vivent en liberté, dans un environnement aussi proche que possible de leur habitat naturel. Soucieux de faire connaître et apprécier la biodiversité boréale, le zoo offre aussi aux visiteurs différentes activités. Le zoo comme tel occupe 485 des 1620 hectares du Centre de conservation de la biodiversité boréale. Depuis son ouverture en 1960, plus de 9 millions de visiteurs l'ont visité. La formation de la région de Charlevoix date de 350 millions d'années. Un météorite de 2 tonnes s'y est écrasé, enfonçant le sol aux environs du fleuve Saint-Laurent pour former un cratère de 56 km de diamètre. De cette catastrophe naquit une région bucolique où les chefs-d'œuvre naturels rivalisent de beauté avec ceux des artistes et des artisans. Une étendue de 6000 km² où la mer flirte avec la montagne pour dessiner le plus charmant des tableaux dans un cadre parfait pour les escapades romantiques.
L'endroit doit son nom au premier historien de la Nouvelle-France, le jésuite François-Xavier de Charlevoix. Forte d'une renommée bicentenaire, Charlevoix accueille chaque année de nombreux vacanciers québécois. La petite localité de Port-au-Percy attire les visiteurs en quête d'une oasis d'air pur, où se détendre à l'abri du stress de la vie moderne. Dans ce petit village baptisé par Samuel de Champlain lui-même, on ne trouve ni boutique, ni hôtel, ni autre établissement du genre. Cette ferme de Port-au-Percy appartient à une famille d'immigrants français qui sont venus s'y installer, séduits par la région et comblés par la qualité de vie qu'ils y ont trouvée. Arrêtons-nous un petit moment à Port-au-Percy afin de faire leur connaissance. Lors de vacances avec Nathalie, qui est française, ma femme, on est venu en vacances et Nathalie a trouvé ça super, le coin. Quand on a vu la maison, on l'a achetée, presque sur un coup de foudre. C'était réfléchi, mais en même temps, il y avait un besoin de venir vivre ici. C'est assez inexplicable. Ben écoute, c'est fantastique. Un grand pays, peu d'habitants, c'est fabuleux. Nous, en France, on a un joli pays, mais beaucoup de monde. Donc c'est complètement différent. C'est vraiment très sympa. Très sympa. La vie paisible, très relaxante, très calme, c'est paisible. Plus les animaux, puisqu'on a des animaux, donc c'est la vie de ferme, complètement différente de la vie de ville que l'on vivait avant. Sacré français, moi, hein? Il me traitait de maudit français. Un circuit baptisé Route des saveurs mène à la découverte de fins produits du terroir. Au menu, chocolat et fromage fin, foie gras, viande de veau et d'agneau. La région charlevoisienne est aussi un lieu de prédilection pour les métiers d'art. De Baie-Saint-Paul à Baie-Sainte-Catherine, en passant par Saint-Irénée, se multiplient les ateliers, les galeries et les boutiques offrant notamment poterie, sculpture et papier fin, en plus des peintures. L'histoire de la localité de Baie-Saint-Paul en particulier est étroitement liée à celle des peintres et de leur art au Québec. Des artistes aussi importants qu'Alfred Pellan, Jean-Paul Lemieux et René Richard y sont passés. Tous les ans, depuis 1982, Baie-Saint-Paul tient son symposium international d'art contemporain, qui adopte chaque fois une nouvelle thématique. La région de Charlevoix, c'est le Québec champêtre, mais c'est aussi le fleuve où l'on peut avancer à marée basse pendant des kilomètres, découvrant ainsi des paysages lunaires et enivrants. Très appréciée des touristes étrangers autant que des Québécois, la région de Charlevoix, c'est les vacances. Outre ses attraits agro-touristiques et artistiques, la région possède pourvoiries, parcs nationaux et autres sites naturels où l'on peut faire le plein d'air pur, contempler la nature et s'adonner à différentes activités récréatives. Le village de Saint-Joseph-de-la-Rive a joué un rôle important dans l'histoire maritime québécoise. Entre 1860 et 1930, c'est à cet endroit que s'est concentrée la construction de goélettes dans Charlevoix. Sur le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive, on peut s'embarquer à bord du traversier qui mène à l'île aux Coudres. Digne lieu de villégiature de la région à laquelle elle appartient, l'île aux Coudres possède hôtels, motels, gîtes, boutiques, musées et pistes pour découvrir à vélo les différents attraits à admirer, en plus des paysages sublimes. Monument historique exceptionnel de Charlevoix, l'île aux Coudres réunit sur le même site un moulin à eau et un moulin à vent, construits respectivement en 1825 et 1836. Toujours fonctionnels,
Ils servent aujourd'hui à moudre le sarrasin et le blé pour en faire de la farine. Situé dans le secteur de l'arrière-pays, le Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie offre la possibilité de découvrir à pied, à vélo, en canot ou en kayak toute la beauté de la faune et de la flore de la biosphère de Charlevoix, une réserve mondiale. On peut aussi opter pour la croisière en bateau-mouche en compagnie d'un guide animateur au creux des plus hautes parois rocheuses à l'est du Canada qui s'élèvent à plus de 880 mètres. Une randonnée pédestre au mont du lac des Cygnes permet de profiter d'une vue extraordinaire sur la région de Charlevoix. Ses sommets aux formes arrondies et ses vallées en nu sont l'œuvre de l'érosion provoquée par le retrait des glaciers il y a une dizaine de milliers d'années. Plusieurs théories existent quant à l'origine du nom donné à ce mont du lac des Cygnes. Certains affirment qu'il s'explique par la silhouette de la montagne vue de loin. On raconte aussi que des cygnes auraient déjà niché à cet endroit. D'autres prétendent qu'il se rapporte à la forme du lac qu'il surplombe, qui ressemble à un cygne. Selon la dernière hypothèse, une simple erreur d'orthographe serait la clé du mystère. Le nom ferait en réalité référence au repère visuel ou signe que constituent ces dénivellations vues de haut. Quoi qu'il en soit, cette montagne située au cœur du Parc national des Grands Jardins ne laisse aucun visiteur indifférent. Traversons maintenant le fleuve en direction de la région du Bas-Saint-Laurent. Nous jetons l'ancre à l'île Verte, où le plus vieux phare du Québec veille depuis près de 195 ans. Si ce paradis isolé au paysage fantasmagorique a été colonisé par les Blancs dès 1764, la présence amérindienne, elle, y remonte à 1000 ans avant Jésus-Christ. L'île compte actuellement une cinquantaine d'habitants. Et subsiste une nature sublime, une faune et une flore magnifiques, de l'air salin en abondance, une douce magie qui invite à la détente et à l'évasion. Sur l'île Verte, on peut croiser durant la belle saison les agneaux de présalé qui se rendent sur leur pâturage. En France, l'élevage de présalé a cours depuis le Moyen Âge dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ici, à l'île Verte, on accueille dès la fin du printemps une centaine de bêtes. Et en leur faisant manger de l'herbe salée sur les marais, on obtient une viande qui prend le goût de son terroir. La viande des agneaux de présalé est servie en août et septembre par les chefs de l'île, ainsi que dans les restaurants gastronomiques de Montréal et de Québec. Après un dernier au revoir à la paradisiaque verdoyante île, poursuivons notre expédition en direction du parc du Bic. Le parc national du Bic, constitué en 1984,
est situé en partie dans la municipalité du Bic, en partie de celle de Saint-Fabien. Il se consacre à la protection et à la mise en valeur du littoral sud de l'estuaire du Saint-Laurent. Ce parc côtier marin de 33 km² abrite une faune et une flore exceptionnelles et diversifiées. Une excursion en kayak offre une occasion idéale de se fondre dans ces superbes paysages encastrés dans les montagnes. Parmi les îlots, on croise Cap Enragé et Cap à l'Orignal, dont les impressionnantes falaises se jettent dans la mer. La région du Bic est parsemée de collines hautes de 110 à 120 mètres, séparées par des bandes de terrain bas. Son parc se distingue aussi d'un point de vue géologique, avec ses barres rocheuses sculptées par les eaux froides et salées. Une succession de caps et de pointes rocheuses y alternent avec des baies et des anses. La région du Bas-Saint-Laurent est réputée pour ses couchers de soleil grandioses qu'on dit être les plus beaux au monde. À la tombée du jour, une promenade sur la grève s'impose pour admirer le soleil qui embrase l'horizon de ses rayons de corail ardent avant de se couler dans la mer. Quiconque a déjà contemplé le ciel du Bas-Saint-Laurent au crépuscule par une belle journée garde de ce tableau éphémère un souvenir impérissable. Fondée en 1673, Rivière-du-Loup était à l'origine un poste de traite. Après la conquête, Rivière-du-Loup est passée aux mains du gouverneur britannique James Murray. Ce dernier en a confié la gestion à Malcolm Fraser. Habité par des descendants de la famille Fraser jusqu'en 1983, le manoir actuel a été classé monument historique en 1991. En fait, de 1850 à 1919, Rivière-du-Loup a même porté le nom de Fraserville. Non loin de Rivière-du-Loup, Notre-Dame du Portage a vu passer en grand nombre les Amérindiens, missionnaires, traversant du Saint-Laurent à l'Acadie ou aux provinces maritimes dans les débuts de la colonie. De nos jours, ce lieu de passage est devenu un lieu de villégiature qui figure lui aussi parmi les plus beaux villages du Québec. Étendue verdoyante, air marin de l'estuaire et coucher de soleil propre au Bas-Saint-Laurent, il compose un tableau idéal pour des vacances de rêve sous le signe de la tranquillité. Voici maintenant Kamouraska. Ici à Kamouraska, on pratique la pêche à l'anguille. Selon la méthode traditionnelle, on installait à intervalles d'1 mètre des branchages entrelacés où venaient se coincer les anguilles. Aujourd'hui, on procède de la même façon, mais en utilisant filets, cages et tracteurs, et de préférence le soir, puisque la pêche est meilleure. Si la tombée de la nuit laisse libre cours aux espèces nocturnes de la faune locale, à Kamouraska, elle permet d'observer le manège d'un curieux animal motorisé, le pêcheur d'anguilles. Dans plusieurs pays, on considère l'anguille comme un mets délicat et on apprécie sa chair au goût fin, évoquant un peu l'amande, une fois cuite. Pourtant, les Québécois en exportent bien davantage qu'ils n'en consomment, probablement rebutés par le physique plutôt ingrat de ce poisson. Ici, dans la région du Bas-Saint-Laurent, on vit au rythme des marées comme partout dans le Québec maritime. Ce vaste territoire en bordure du fleuve
foisonne de musées et de centres d'interprétation où l'on peut se familiariser avec l'histoire maritime et naturelle du Québec. La principale agglomération et le véritable centre administratif du Bas-Saint-Laurent, c'est la ville de Rimouski, qui conserve aussi des attraits patrimoniaux, malgré l'incendie majeur qui l'a ravagé en 1950. Rimouski offre aussi aux randonneurs une aventure mémorable dans le canyon des Portes de l'Enfer. Profond de 90 mètres à Saint-Narcisse de Rimouski, ce canyon a été creusé par l'érosion constante de la rivière Rimouski. On le contemple depuis la plus haute passerelle du Québec, suspendue à 63 mètres. Il y a 6000 ans émergea au nord de Trois-Pistoles une île dont les Amérindiens firent un carrefour de traite de fourrure. Au 16e siècle, les Basques se rendaient régulièrement sur cette île pour chasser la baleine noire. Les fours d'origine servant à chauffer la graisse de baleine par les Basques subsistent toujours sur l'île aux Basques. Monsieur Rio, bonjour. Donc, parlez-moi un petit peu de vous et de l'histoire de l'île aux Basques. Oui, alors moi, mon nom c'est Jean-Pierre Rioux. Je suis gardien de l'île aux Basques depuis 13 ans. Et je suis le 7e à occuper les fonctions de gardien d'île. Quand Champlain est arrivé ici en 1608 et envoyé par le roi pour fonder une colonie, alors Champlain devait faire ça à Louisbourg, mais s'est placé, finalement, il s'est installé à Québec en 1608. Et là, il a dit aux Basques, c'est la grande porte, vous sortez, c'est fini le party pour vous autres. Vous quittez les lieux, le roi reprend ses possessions et ses richesses. Les Basques ont dit, va te promener, on était ici avant toi, pendant que tu n'étais pas là, puis on continue à chasser puis à aller faire des échanges commerciaux avec les Indiens. En 1610, il y avait leur voyage, ils ont dit on va aller assassiner Champlain. Il y avait un certain Duval dans le groupe, des deux personnes. Ils sont remontés à Québec, partant de l'Est ici, pour aller tuer Champlain à Québec, puis le complot a avorté. Champlain les a attrapés, il les a condamnés, il les a fait couper la tête, et la tête a suspendu à une branche d'arbre, signifiant que l'autorité française était en force de mener la loi ici sur ce territoire-là. On ne badinait pas de l'autorité française. Samuel de Champlain, originaire de Brouage en France, fonda la ville de Québec en 1608. Chaque été, Québec se remémore l'époque de sa fondation en célébrant les fêtes de la Nouvelle-France. Aux côtés de Champlain, d'autres personnages clés de la colonisation de la Nouvelle-France se sont taillés une place dans nos livres d'histoire. On doit ainsi à Jeanne Mance la fondation de l'Hôtel-Dieu, le premier hôpital de Montréal. Marguerite Bourgeois, quant à elle, ouvrit la première école de la colonie. Merci. Je le l'ose dire, je le vous dirai, je le vous dirai. Seconde ville en importance de la province, la vieille capitale offre un cadre de vie urbain et moderne, parsemé de repères historiques. Ses remparts, ses rues pavées, ses bâtiments d'époque, ses calèches confèrent à Québec son cachet de cité européenne en pleine Amérique qui charme les touristes de partout. L'été, les cars affluent dans les environs du château qui domine la Haute-Ville, aussi bien que le Vieux-Québec en Basse-Ville. Auberges, centres des congrès, restaurants, cafés, bars, nightclubs et boutiques y voisinent les galeries d'art, les bâtiments à valeur patrimoniale et les musées. L'un de ses attraits les plus connus de par le monde, le fameux Château Frontenac, célébrissime hôtel où la compagnie ferroviaire canadienne Pacifique accueillit dès 1893 ministres, présidents, vedettes du show business et autres personnalités de renom.
De l'autre côté du Saint-Laurent, voici Montréal, ma ville que j'aime, véritable cité américaine branchée et bourdonnante d'animation. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, on ne s'ennuie jamais à Montréal. La métropole, au gratte-ciel miroitant, est le théâtre d'une foule d'activités industrielles, commerciales, artistiques, culturelles et politiques. Plusieurs communautés ethniques y voisinent des Québécois de souche anglophone et francophone. La mixité des cultures et des tendances confère à Montréal son atmosphère si particulière et son magnétisme qui en font la muse de nombreux artistes, écrivains, auteurs-compositeurs et cinéastes. Marginaux, avant-gardistes, visionnaires et militants élisent domicile dans la métropole qui accueille à bras ouverts les spectacles, manifestations et rassemblements en tout genre. Tous les dimanches de la belle saison, l'un de ces happenings fait vibrer la fameuse montagne que Jacques Cartier baptisa le Mont-Royal. Petits et grands, simples amateurs et virtuoses s'y donnent rendez-vous chaque semaine avec leur tam-tam. On y vient pour écouter, danser, courir et jouer, ou tout simplement s'abreuver d'un peu de soleil festif. Plusieurs événements à grand déploiement et d'envergure internationale attirent chaque année à Montréal les spectateurs des quatre coins de la planète. Favori des mélomanes autant que des profanes, le Festival international de jazz de Montréal accueille depuis plus d'un quart de siècle les grands noms de la scène musicale contemporaine. Hôte des Jeux olympiques de 1976, Montréal a été le premier bastion des indépendantistes désireux de transformer leur belle province en pays. Chaque année, le 24 juin, on célèbre la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale des Québécois. Spectacle et traditionnel défilé de la Saint-Jean soulignent cet anniversaire. Bonne fête nationale à tous les Québécois d'origine française, anglaise, indienne, haïtienne, tunisienne. À l'ère de la mondialisation, le nationalisme québécois est toujours présent et se conjugue avec des préoccupations humanistes d'ordre planétaire. Repartons maintenant vers l'est, aux îles de la Madeleine. Cet archipel fut baptisé en l'honneur de Madeleine Fontaine, épouse de François Doublet, qui en fut le deuxième propriétaire en 1663. Aujourd'hui, les îles de la Madeleine comptent quelques 13 500 habitants. Situées à 200 km de la côte gaspésienne, les îles de la Madeleine sont géographiquement plus proches de l'île du Prince-Édouard. Toutefois, elles ont beaucoup en commun avec la Gaspésie, notamment une forte présence acadienne issue de la déportation qui leur amena leurs premiers occupants permanents après 1755. Ce n'est qu'en 1774 que l'archipel, qui faisait jusque-là partie de Terre-Neuve, fut annexé au territoire québécois. Leurs maisons aux teintes vives sont un signe distinctif de la région, tout comme leur charmant accent madelino. Les îles de la Madeleine comptent 7 îlots habités, dont 6 sont liés par des bandes de sable. Le 7e, habité mais non rattaché aux autres, est l'île d'Entrée, où vit une communauté d'environ 200 descendants écossais. Cap-aux-Meules, sur l'île du même nom, constitue la seule agglomération urbaine de l'archipel. À l'instar des Gaspésiens, les Madelinos savent apprêter les délices de la mer à toutes les sauces. Grillades, ragoûts, bouillabaisse, soupe, croque-monsieur, mousse. Aux îles de la Madeleine, la mer fait figure de personnage historique. Son épopée et celle de l'archipel sont racontées au Musée de la mer et à l'Aquarium des îles, tous deux installés sur l'île du Havre-Aubert.
dans la municipalité du même nom, le quartier de la Grave et sa plage de galets forment un tableau particulièrement pittoresque du village. Un peu plus loin sur l'île, la dune Sandy Hook s'avance dans le golfe du Saint-Laurent, formant une des plus belles plages de tout l'archipel. Une composition géologique où se mélangent sel, grès rouge, gypse albâtre et dépôts de roches volcaniques explique la teinte ocre-rouge si particulière des falaises des îles de la Madeleine. Leurs roches, particulièrement friables, s'érodent sous la force des vents et des grandes marées, sculptant tantôt des tours ou des piliers, tantôt des gouffres et des marmites. Issu en grande partie de ce phénomène, le sable des plages des îles de la Madeleine doit sa quasi-blancheur à l'eau salée, qui a lavé la mince couche extérieure de la roche rouge érodée. C'est au cœur de ce panorama maritime spectaculaire qu'a lieu chaque année, en septembre, la Grande Traversée des îles, une activité taillée sur mesure pour les amateurs d'aventure et de sprint. Au cours de l'épreuve qui combine vélo, canot-kayak et trekking, s'affrontent des équipes de 4 personnes. Dans la région de la Gaspésie, le parc national de la Gaspésie est doté d'une faune et d'une flore diversifiées et fréquentées par les amateurs de plein air. Il est flanqué de la réserve faunique des Chic-Chocs, encore plus vaste, couvrant quelques 800 km². Avec ses nombreux et vertigineux monts, l'endroit est particulièrement séduisant. On y trouve un sentier d'une hauteur moyenne de 700 mètres et 3 sommets de rêve qui s'élèvent au-delà de 1100 mètres, soit les monts Logan, Albert et Jacques-Cartier. Le parc national de la Gaspésie et la réserve faunique des Chic-Chocs ravit les amants de la nature. Ils y viennent en groupe respirer l'air frais des montagnes, faire de la randonnée, du camping, se baigner dans les délicieux et rafraîchissants lacs ou observer les orignaux et les quelques caribous encore présents dans les environs. Voici maintenant le fameux rocher percé, emblème du Québec, qui se dresse dans toute sa beauté éphémère, abandonnant chaque année à l'érosion pas moins de 300 tonnes de roches. Ce grandiose monument a subi de constantes désagrégations au cours de ses 400 millions d'années d'existence. À l'époque de Champlain, l'arche rocheuse était toujours fusionnée avec la côte gaspésienne. En 1854, un écroulement forma l'obélisque. On estime que dans 400 ans, le rocher se sera entièrement écroulé. Ce gracieux paysage inspira au Micmac le nom de la région Gaspésie, qui signifie « fin des terres ». Voici le parc national de Forillon, tel que vu par les oiseaux nichant dans la pointe de la Gaspésie, qui foisonne d'attraits récréo-touristiques. Créé en 1970,
Le parc national Forillon couvre 244 km² de paysages marins et montagneux. Parmi ces signes distinctifs, on note la présence de 10 formations rocheuses différentes et des plantes arctiques alpines. En fait, le parc allie forêt boréale et toundra alpine, de sorte qu'il est peuplé par une variété d'espèces de la flore et de la faune. Le parc national Forillon abrite aussi le site patrimonial de Grand-Grave, consacré au mode de vie traditionnel du 19e siècle et du début du 20e. La visite de l'anse Blanchette et l'ancien magasin M & Sons évoquent la vie des marchands et pêcheurs de cette époque. Les visiteurs du parc national de l'île Bonaventure et du Rocher Percé peuvent se vanter d'avoir vu une œuvre monolithique exclusive, le Rocher Percé, mais surtout la plus grande colonie de fous de bassan en Amérique. Protégé par le gouvernement du Québec, ce parc national est un site d'intérêt pour les amateurs d'ornithologie. Pas moins de 250 000 oiseaux, dont 80 000 fous de bassan, s'y installent chaque printemps, près de la bande marine riche en organismes dont ils se nourrissent. Il s'agit de la deuxième plus grande colonie de fous de bassan au monde, la première se trouvant en Écosse. Étonnamment, ces oiseaux retrouvent année après année le même nid. Ne me demandez pas comment ils font. Il faut dire que ce sont des êtres profondément fidèles qui pourraient d'ailleurs faire la leçon à beaucoup d'humains. Je vous explique. Les couples formés par ces oiseaux sont soudés pour la vie. Il n'y a pas de divorce chez les fous de bassan. Par contre, les chicanes de ménage sont fréquentes et fort animées. Et là, estimez-vous chanceux de ne pas y assister en personne, car la vigueur de ces prises de bec n'a d'égal l'odeur qui se dégage, qui est tout à fait inoubliable. En octobre, les fous de bassan adultes s'envolent vers le sud des États-Unis, laissant derrière eux leurs petits qui sont incapables de voler avant d'avoir éliminé le surplus de poids accumulé depuis leur naissance. Un long jeûne sur le fleuve leur permettra de perdre le poids nécessaire, à condition qu'ils survivent au saut vertigineux depuis le haut de la falaise. La région de la Gaspésie, c'est une région hospitalière où abondent les richesses naturelles autant que les sites historiques, un havre de paix où il fait bon se poser un moment, à l'instar des fous de bassan. Partout au Québec, les feuillus s'enflamment à l'arrivée de l'automne. C'est la réduction graduelle de la luminosité qui peint ce paysage incandescent, en bloquant la circulation des éléments nutritifs de la branche vers la feuille. La production de chlorophylle, le pigment vert dominant, s'interrompt alors, laissant libre cours au carotène, qui colore la plupart des feuilles de jaune, de rouge et d'orangé. Ici, dans les Laurentides, comme au Mont-Sainte-Anne, près de Québec, les visiteurs peuvent s'offrir une vue aérienne de ce festival des couleurs à bord d'un hydravion, au plus grand plaisir des touristes chinois qui y viennent par milliers. Ces grands oiseaux de métal chargés de touristes évoquent un peu les oies blanches qui migrent vers des destinations plus chaudes où elles séjourneront tout l'hiver, apportant avec elles les chauds coloris de l'automne québécois pour laisser place aux merveilleux flocons blancs.
Afin d'ouvrir la voie du Saint-Laurent à des navires marchands ou de ravitaillement comme le Nordic Express, la garde côtière canadienne livre chaque hiver une dure bataille aux glaces qui encercle le Québec de novembre jusqu'au printemps. Nous voyons ici s'activer un brise-glace de la garde côtière canadienne, le Pierre Radisson. Un hélicoptère patrouilleur l'accompagne avec à son bord un spécialiste d'Environnement Canada chargé de recueillir les données qui serviront au tracé de cartes des glaces qui servent à la navigation. La garde côtière canadienne gère les grandes voies navigables du pays, veille à la sécurité des navigateurs et à la protection de l'environnement. Traversant le Québec de l'Atlantique à Montréal, le fleuve Saint-Laurent représente à lui seul un corridor maritime de 1600 km. Un brise-glace, comme le Pierre Radisson, mesure 98 mètres de longueur sur 19 mètres de largeur. Muni d'un pont d'envol et d'atterrissage pour l'hélicoptère de patrouille, le Pierre Radisson est propulsé par un moteur diesel électrique d'une puissance de 10 142 kW. Dans le sillon du Pierre Radisson qui regagne sa base de Québec, faufilons-nous à travers les glaces jusqu'à la célèbre chute Montmorency. Cette grandiose chute qui se ferait un large chemin dans la neige mesure 83 mètres de hauteur, soit 30 mètres de plus que les chutes du Niagara. Du très beau site historique où elle se trouve, on peut contempler le charmant tableau formé par la ville de Québec, le fleuve Saint-Laurent et l'île d'Orléans. En hiver, on observe au pied de la chute un phénomène naturel auquel on a donné le nom de pain de sucre. Ce sont les accumulations des brumes de la chute qui provoquent ce phénomène. Ce site fait d'ailleurs le délice des amateurs de plein air hivernal qui y trouvent des parois idéales pour la pratique de leur sport favori, l'alpinisme ou l'escalade de glace. En hiver, hors du circuit des brise-glaces, les cours d'eau sont aussi gelés que cette rivière jonchée de petits chalets. Nous sommes dans la capitale mondiale du petit poisson des chenaux, Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ici, la rivière en glace peut atteindre 1 mètre d'épaisseur. Une centaine de milliers de visiteurs viennent ici taquiner l'abondant poulamon atlantique, ça c'est le nom scientifique du petit poisson des chenaux, de la fin décembre à la mi-février. Entre 600 et 900 millions de ces petits poissons frétillent dans la rivière Sainte-Anne. Au début de la saison de pêche, les pourvoyeurs forent la surface glacée à l'aide de scies mécaniques ou d'une machinerie plus lourde, lorsque les cristaux de glace l'exigent, comme c'était le cas au moment de ce tournage. Tirés au-dessus des trous par un véhicule motorisé, les chalets sont posés ensuite sur des blocs de glace et entourés de neige pour une meilleure isolation. Entrons, si vous le voulez bien, à l'intérieur de l'un de ces petits chalets pour voir des pêcheurs de poulamon à l'œuvre. Non, j'en voulais pas. Non, la peau. Non, bon, je n'ai même plus de peau. Je n'ai même plus de peau. Eh, voilà. C'est un vrai, là. Regarde, il est beau.
Un petit. Bon dit. Ah, c'est beau. Un coup de 2. Ah oui! Yeah! Cette semaine, on a pogné 703 poissons. 703 en 5h30 ou 6h. Après ça, un autre 8h, ils ont pogné 900 poissons dans la même journée. Près de 400 000 phoques provenant du Groenland se rassemblent aux îles de la Madeleine au début du mois de mars pour mettre bas. Voici une mère et son petit Blanchon. À la naissance, le Blanchon pèse 8 kilos et en moins de 2 semaines, il atteindra les 35 kilos à la faveur de lait maternel riche à 42 % de matière grasse. Les phoques creusent des trous dans la glace qui leur permettent de respirer entre 2 plongées, descendant parfois jusqu'à 200 mètres sous l'eau et peuvent y rester près de 30 minutes. Descendons nous aussi ensemble pour une plongée sous la banquise des îles de la Madeleine, accompagné de notre plongeur expert, Mario Cyr. Les conditions de glace, l'absence de prédateurs, font des îles de la Madeleine un endroit privilégié pour l'observation des phoques. Voici notre petit Blanchon et ses premiers balbutiements. Lors de l'accouchement, le Blanchon est violemment évacué de milieux douillets à plus 38 degrés Celsius dans le ventre de sa mère pour être projeté sur la banquise à une température d'environ moins 15 degrés. Il perdra bientôt sa fourrure blanche et développera la couche graisseuse qui le protégera du froid et de l'eau. Longtemps encouragée parce qu'on leur attribuait la disparition des morues, la chasse aux phoques fait depuis 1970 l'objet de quotas et soulève la controverse. Après le boycott des produits du phoque par l'Europe et les campagnes négatives dans la presse, on a diminué les quotas et interdit la chasse de phoques de moins de 30 jours. À 12 jours, le Blanchon est laissé à lui-même et abandonné par sa mère. Mais ne t'en fais pas, mon petit Blanchon, car l'avenir te réserve d'amusantes découvertes. À commencer par ce drôle d'animal venu te réconforter. Voici maintenant Montréal, qui enfile ses habits d'hiver. Dans le parc du Mont-Royal, petits et grands ont tout l'espace nécessaire pour les jeux d'hiver. Même les téméraires écureuils du parc du Mont-Royal s'en donnent à cœur joie dans la neige. Ce parc a été conçu en 1872 par Frédéric Law Olmsted, l'architecte du fameux Central Park de New York, qui souhaitait offrir aux moins fortunés comme aux mieux nantis un accès au pouvoir énergisant de la nature. L'hiver au Québec, c'est long, c'est très long. Alors plutôt que de se morfondre, mieux vaut l'apprivoiser et essayer d'en profiter même à moins 25 degrés Celsius. On peut par exemple chausser ses skis ou ses raquettes et emprunter un paisible sentier sous les conifères givrés. Celui-ci se situe dans le parc national des Monts-Valin à Saint-Fulgence, dans la région du Saguenay. Particulièrement impressionnante, les accumulations de neige atteignent ici facilement 5 mètres chaque hiver. Vaste et vivifiant terrain de jeu des aventuriers de l'hiver, le fjord du Saguenay se prête à toutes sortes d'activités de plein air, dont la motoneige. Une escapade sur ces puissantes montures qui fendent le vent et la neige procure une telle sensation de liberté et d'évasion qu'on en oublie souvent la température. Le Québec compte 33 650 km de pistes aménagées pour la motoneige.
On doit d'ailleurs son invention au Québécois Joseph Armand Bombardier de Valcourt, où a lieu le Grand Prix de Valcourt, course de motoneige la plus importante au monde. À la baie, ces amants du plein air sous zéro pratiquent le cerf-volant surf ou le ski cerf-volant. Le cerf-volant traction, dont la forme rappelle celle d'un parachute, permet de glisser sur les surfaces de glace autant que sur la neige poudreuse. Portés par la force des vents de l'hiver, les amateurs de sensations fortes attrapent vite la fièvre de ce sport, né dans les années 1990 et particulièrement bien adapté au Québec. Toujours dans la région du Saguenay, à Sainte-Rose-du-Nord, la pourvoirie du Cap-au-Lest offre l'expérience enlevante d'une excursion en traîneau à chiens. On n'a pas tous les jours l'occasion de diriger un attelage de 5 ou 6 authentiques chiens husky sur les sentiers enneigés. Même pour les Québécois de souche, c'est une sensation rare et inoubliable. Pour sa part, le Mont-Saint-Anne est reconnu pour le ski alpin et se prête aussi à toute une gamme d'activités de plein air, dont le parapente. Une échappée entre ciel et terre au-dessus de la sublime côte de Beaupré promet à ceux qui n'ont pas froid aux yeux des instants magiques. Cet avion nous amène vers les communautés autochtones du Grand Nord québécois, les Inuits du Nunavik. Ici, dans la portion québécoise de l'Arctique, plusieurs communautés inuites se partagent quelques 550 000 km² de paisible immensité. Ce territoire, comparable à la France, occupe le tiers de la superficie du Québec. Descendants d'une longue lignée de nomades, les Inuits se sont sédentarisés vers le milieu du 20e siècle. Aujourd'hui, installés dans 14 villages, ils tirent leur subsistance des ressources naturelles de la taïga et de la toundra. Nous avons atterri à Kuujjuaq, la capitale du Nunavik. Elle abrite plus du tiers de la population. Lors de notre arrivée en plein mois de février, il y faisait un froid mordant de moins 43 degrés Celsius. Joe Jones et Victoria Gray perpétuent l'art millénaire de la sculpture inuite en utilisant ici la pierre à savon aux stéatites. Ces sculptures représentent des scènes de la vie quotidienne des Inuits, des figures de leur mythologie étroitement liées aux éléments de la nature boréale. Vers le milieu du 20e siècle, la pierre à savon a remplacé les matériaux traditionnellement utilisés pour la sculpture inuite, tels que le bois de caribou et les os de baleine, désormais réglementés. Autre joyau de l'artisanat inuit, la fourrure assure la survie d'hommes comme Val et Sanders qui s'activent dans sa tannerie. À l'instar des animaux de la toundra, les Inuits ont longtemps été hantés par le spectre terrible de la famine. Grâce à leurs droits ancestraux, ils peuvent pêcher et chasser à leur guise au Nunavik. L'interdiction de l'exploitation des fourrures, souhaitable selon plusieurs écologistes blancs, serait culturellement et socio-économiquement dévastatrice pour les Inuits. Respectueux des étendues sauvages qui les nourrissent, ils ont à cœur la conservation de la faune. C'est la cupidité des Blancs, bien plus que les activités de subsistance des Inuits, qui portent l'odieux des espèces menacées d'extinction. Le jour où nous devions partir pour Kanjik-Swalowjuaq,
nous avons été paralysés par un violent blizzard. Pendant 3 jours, Kuujjuaq, emprisonné sous une cloche de glace, s'est littéralement mué en un désert blanc, agité de vents sibériens. Lorsque l'on s'aventure dans l'Arctique, il faut éviter de trop s'éloigner. On risque de s'égarer dans l'infinité blanche et de ne plus jamais revenir. Après le blizzard, le beau temps. Quel pays incroyablement beau! Aussi abruptement qu'il s'était retiré, le soleil réapparaît et nous parcourons les 160 km jusqu'à Kangik-Swalujjuaq. En pleine célébration du Jour de l'An de 1999, ce village a été durement touché par une tragédie. Alors que la communauté était rassemblée dans une école pour les festivités, le toit et les murs se sont soudainement effondrés. Des tonnes de neige avaient déboulé de la falaise escarpée de la colline, haute de 365 mètres. Littéralement ensevelies, 9 personnes ont péri, 25 autres ont été blessées. La pire avalanche jamais rapportée au Québec. Ces majestueux sommets de neige immaculés sont ceux des monts Tongaat, nos rocheuses à nous, qui font 330 km de long sur la frontière entre Québec et le Labrador. Parmi eux, le mont d'Iberville, le plus haut mont du Québec, s'élève à 1646 mètres au-dessus de ces terres de sereine démesure. À l'aéroport de Kangik-Swalujjuaq, nous assistons aux préparatifs de l'émouvante course Ivakak. Les équipes des 14 villages inuits arrivent avec leurs chiens et leurs traîneaux. Ces superbes chiens husky peu race ont été durant des siècles les fidèles équipiers des Inuits. Mais sur l'ordre des gouvernements blancs dans les années 1950-1960, presque tous sont tombés sous les fusils des forces policières canadiennes ou ont été empoisonnés. Des attelage entiers de chiens ont été descendus en pleine course, laissant des trappeurs qui revenaient du poste de traite sans moyen de rentrer chez eux. Des femelles ont été assassinées alors qu'elles mettaient bas. Même les petits chiots des enfants ont été tués. Pour justifier ces horribles massacres, les gouvernements ont prétendu éliminer de dangereuses bêtes sauvages porteuses de la rage et qui privaient les Inuits d'une partie de leur nourriture. Or, les traîneaux à chiens étaient essentiels pour le commerce des fourrures et autres biens dont vivaient les Inuits. Il semble plutôt que ce carnage visait surtout à imposer la sédentarisation des Inuits et la culture blanche. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, les gorges se nouent et les visages s'illuminent à la vue de ces chiens. Pour commémorer cet horrible massacre, la course de traîneau à chiens Ivakak. 18 équipes des 14 villages inuits, 175 chiens husky parcourent de village en village des centaines de kilomètres sous un froid mordant à la conquête enfin de leur victoire.
vengo ritrovato in una gabbia. Pendant la course Ivakak, les Inuits dorment dans des tentes et des igloos. Voici justement Norman Snowball en pleine construction d'un igloo. Avec une précision remarquable, il façonne un à un les blocs de neige glacée en commençant par creuser ceux du premier rang à même le sol, fondant ainsi la base de l'igloo. Dans l'Arctique, ce savoir-faire est une question de survie, car cet abri de protection, qui a longtemps été l'habitat des Inuits, demeure indispensable lors des longues expéditions. À l'intérieur de l'igloo, on peut se protéger du blizzard et du froid. La température peut grimper jusqu'à 0 degré Celsius, alors qu'il en fait souvent plus de moins 40 à l'extérieur. Traditionnellement, les Inuits savaient prédire la tempête et construire un igloo à temps. Or, le réchauffement de l'Arctique, qui se produit à une vitesse alarmante, modifie leurs repères, en plus de nuire à leurs activités de subsistance. Retardant l'apparition des glaces et précipitant leur fonte, cet inquiétant phénomène climatique réduit la taille de la banquise, augmente le niveau de la mer, raccourcit la saison de la chasse et compromet la survie de plusieurs espèces. Il n'aura fallu aux mains agiles de Norman Snowball qu'1h30 pour construire cet igloo. Pour produire ces intrigants chants de gorge, les femmes inuites se tiennent face à face, bouche ouverte, se servant mutuellement de caisses de résonance. Cette pratique, reprise aujourd'hui par les jeunes, perpétue la fascinante culture d'un peuple attachant et profondément bon auquel je veux rendre hommage aujourd'hui. Fort d'une existence millénaire, sur les terres de glace aussi fabuleuses qu'impitoyables, les Inuits ont surmonté des épreuves inimaginables pour nous. La transition brutale de leur mode de vie traditionnel à notre monde moderne leur a laissé de profondes cicatrices. Violence, toxicomanie, taux de suicide élevé. Vous savez, sur les plaques d'immatriculation au Québec, il y a marqué « Je me souviens ». Alors je me souviens que longtemps, avant la venue de mes ancêtres blancs, le chant de ces nations autochtones rythmait avec passion la danse des saisons de mon beau pays, le Québec.